Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Grosse actualité aujourd'hui avec une série d'informations traitant de sécurité, de légalité et d'industrie. Si comme d'habitude, je vous mets un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description, je vous invite vraiment à regarder tous les sujets car ils peuvent potentiellement intéresser tout le monde. Allez, c'est parti, on y va, générique. Je vais commencer cette émission par un mea culpa. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses polémiques se déroulent sur les réseaux sociaux concernant la légalité des volants yoke installés par des utilisateurs de Tesla Model 3 et Model S. Je ne parle bien sûr pas ici de ceux installés sur les nouvelles modèles S et X, mais bien des accessoires achetés sur des sites internet et installés par des particuliers ou certains professionnels. Ayant été souvent en contact avec les autorités pour des homologations de véhicules, ma position par rapport à ces installations était basée sur le texte de loi qui précise que si une modification n'altère en rien la carte grise, elle est légale. J'avais commencé à prendre des contacts pour vous faire ce sujet lorsqu'un post de Bertrand Moreau sur le groupe du Tesla Owner Club de France sur Facebook est venu m'apporter une réponse. Il a contacté la DREAL Occitanie, organisme chargé de l'homologation et des règles s'y rapportant, et la réponse qu'il a obtenue est complète et édifiante. Donc je peux vous annoncer que je me suis trompé. En fait, la règle est plus détaillée dans une notice concernant les modifications des autos, comme l'indique Bertrand. Je vous mets le lien de son post en description et vous verrez que c'est vraiment très étayé. La règle s'énonce ainsi. Si vous modifiez ou faites modifier un véhicule et que cela entraîne un changement des caractéristiques techniques inscrites sur la carte grise, vous devez la modifier. Jusque-là, j'étais bon. Mais dans la notice explicative s'ajoute cette phrase. Les modifications affectant les caractéristiques de la notice descriptive, puissance, poids, dimension, essieu, freinage, organes de manœuvre, de direction, de visibilité, énergie, émissions polluantes et nuisances sonores doivent être approuvés par le constructeur, soit faire l'objet d'une homologation spécifique. Cela signifie que le volant est bien soumis à déclaration et à homologation. De plus, Bertrand a obtenu une réponse très claire de la DREAL. En résumé, remplacer le volant doit faire l'objet d'une approbation du constructeur ou d'une mise à l'épreuve de la part de la DREAL, seul organisme agréé par l'État pour le faire. Donc si vous achetez un volant yoke dépourvu d'un tel agrément, vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur route ouverte. Il en va de même pour les élargisseurs de voie, pots d'échappement sport, reprogrammation ou frein. Ça, c'est pour le côté légal. Mais qu'en est-il des conséquences réelles ? Si vous vous faites arrêter, vous pouvez être verbalisé pour installation d'un dispositif non homologué. En cas d'accident, c'est un peu différent. Si le volant est en cause dans l'accident, il peut vous valoir une déchéance de garantie. Votre assurance ne vous couvrira donc pas. S'il s'agit d'un accident matériel générant peu de frais, la plupart des assureurs n'iront pas jusque-là. Mais lorsqu'il y a des préjudices corporels, c'est un tout autre voyage. Sans vouloir jouer les censeurs, je vous invite vraiment à faire preuve de prudence lors de l'achat d'un tel équipement. S'il est livré avec un certificat officiel d'homologation française, il est tout à fait légal, même s'il peut donner lieu à une déchéance de garantie du constructeur du véhicule. J'avais personnellement modifié une auto dans mon jeune âge, et j'avais eu pour mon volant, mes ressorts courts, mes pots d'échappement, mes amortisseurs, des feuilles descriptives et d'homologation pour tous ces accessoires. Documents que j'avais jetés négligemment dans la boîte à gants de mon auto, et fort heureusement pas mis à la poubelle. Il ne m'est rien arrivé avec cette auto, mais en cas de souci, j'avais au moins une preuve de l'homologation. Voilà, vous savez désormais ce qu'il en est du point de vue de la légalité de ces volants et des conséquences possibles, indépendamment de la qualité du produit et de son réel impact sur la conduite du véhicule. Après ça, chacun est libre de faire son choix, en connaissance de cause. Depuis maintenant quelques années, Tesla travaille avec la société chinoise LK Tech, maison mère de la désormais célèbre entreprise italienne Hydra, réalisant les énormes presses permettant de produire les châssis avant et arrière des futurs Tesla. On en a beaucoup parlé lors du Battery Day de septembre 2020 et cette technologie représente une des pierres angulaires de la stratégie de réduction des coûts de la marque américaine. Or, aucun constructeur traditionnel ne semble intéressé par le procédé. En effet, produire une voiture thermique ou hybride n'est pas facilement réalisable avec de tels procédés, en raison de températures élevées engendrées par la motorisation et les composants périphériques de ces technologies. À très haute température, l'aluminium utilisé pour le moulage pose des problèmes de résistance, température qu'on ne rencontre pas dans une voiture électrique. Pour s'en servir avec une voiture thermique, l'alliage devrait être totalement revu, ce qui représente un coût conséquent et un défi technologique. Or, M. Liu Xiangsong,
fondateur de LK Tech, s'est exprimé en novembre 2021 sur un prochain déploiement des gigapress chez 6 constructeurs chinois début 2022. Cette nouvelle peut signifier deux choses. Soit Tesla compte bien faire appel à des fournisseurs extérieurs pour augmenter sa production, soit plusieurs constructeurs chinois sont en passe d'acquérir la technologie Tesla pour l'intégrer dans leur modèle. Enfin, acquérir est un bien grand mot, puisque Tesla a toujours laissé ses brevets libres de droit à tout constructeur souhaitant les utiliser. Du moment qu'il cite la marque. Monsieur Xuansong, désolé pour la prononciation, a pourtant précisé que ces constructeurs en sont encore à la phase de design et que les produits correspondants ne sortiront pas immédiatement. Voilà qui renforce encore ma perception du marché du futur où les constructeurs chinois pourraient bien arriver avec la mention brevet Tesla sur certains de leurs produits. À suivre avec grand intérêt. On revient maintenant sur un sujet pratique. L'une des principales caractéristiques des voitures électriques est leur capacité à récupérer l'énergie au ralentissement. C'est un frein moteur bien souvent plus efficace que sur les autos thermiques. Pourtant, dans des conditions d'adhérence précaires, il peut s'avérer dangereux. Sur la neige ou le verglas, un frein levé de pied peut se solder par une glissade potentiellement accidentogène. Que faire pour le limiter ? Eh bien, toutes les voitures électriques ou presque peuvent moduler la régénération au freinage dans les paramètres d'utilisation. Certaines ont des palettes au volant, d'autres des menus de configuration. Sur une Tesla, 2 modes sont présents, normal et réduit. L'image que je vous montre a été prise hier dans ma voiture avec la dernière mise à jour logicielle. Pourtant, certaines Model 3 ou Y ont perdu la possibilité de modifier ce paramètre. C'est arrivé lors d'une des dernières mises à jour. Il n'est alors plus possible de modifier la régénération dans les menus de configuration. Seule la pression sur l'accélérateur sera prise en compte. Au moment où j'écris ces lignes, je ne sais pas si d'autres modèles sont concernés. De nombreux posts sur les réseaux sociaux concernant Tesla ont pointé un risque potentiel, et je suis d'accord avec eux. Bien entendu, les clubs Tesla officiels ont été informés. Plusieurs ont déjà relayé l'information aux constructeurs. Le club norvégien en tête. Ce qui est logique, vu la problématique de circulation hivernale du pays. Une requête auprès de Tesla est en cours, appuyée par plusieurs autres clubs européens. Ils préconisent de créer un mode hiver permettant de configurer les paramètres des véhicules pour faciliter la circulation lors de conditions d'adhérence dégradées. Ce mode pourrait intervenir sur la motricité, le freinage régénératif ou la direction pour offrir une sécurité accrue. Et ce serait vraiment une très bonne idée. Gageons que la réactivité de Tesla sera rapide et qu'un tel mode apparaîtra lors d'une prochaine mise à jour des voitures. J'en arrive au sujet titre de cette émission. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser plusieurs choses. Là, je sors un tout petit peu du script parce que au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si vous la verrez. Bon, si vous me voyez, c'est que j'ai décidé de la publier. C'est un de mes amis qui m'a suggéré le mode opératoire. Et donc, cette vidéo, si vous la voyez, est passée par une revue de plusieurs personnes en qui j'ai confiance et qui ont déjà vu la vidéo et donc qui ont exprimé leur avis. Il y aura peut-être des modifications, j'en sais rien. Mais voilà, je tourne cette vidéo samedi matin, ce qui me donne le temps de faire les modifications nécessaires et éventuellement d'annuler la sortie de ce sujet précis. Mon raisonnement est peut-être totalement pété, mais mon expérience des constructeurs, de l'automobile et de leur fonctionnement me fait allumer une petite lumière rouge qui me dit « il faut en parler ». Ne le percevez pas comme quelque chose de certain, et je vais revenir sur le script, vous verrez que j'y reviens assez rapidement tout le temps, parce que il est très important de comprendre que ce sujet est fait en fonction d'indices que j'ai trouvés, mais qu'il pourrait très bien vouloir dire autre chose. Retour au script. En premier lieu, je voudrais informer Elon Musk que je n'ai toujours pas reçu le moindre chèque de la part de Tesla. C'est inadmissible. Bon, blague à part, je suis payé par vous au travers des publicités sur mes vidéos, les sponsorings que j'identifie toujours parfaitement sur certaines vidéos, la vente de la boutique et les Tipeee et Utip. Ah si, j'oubliais la société des auteurs qui me verse quelques sous, vraiment quelques, au titre des droits d'auteur. Deuxièmement, tout ce que je vais vous dire ici est le résultat de recherches sur le sujet et de déductions. Mes sources sont en description, libre à vous de vous en faire une opinion. Enfin, dernier point et non des moindres, tout ce que je vais dire ici n'a pas pour but de discréditer qui que ce soit. Mon intention est de vous informer et d'orienter les personnes potentiellement impactées par le problème pour leur permettre de faire les bonnes démarches pour une résolution rapide. Ceci étant dit, on peut y aller. Le 1er décembre dernier, le site Teslarati publiait un article au sujet du Porsche Taycan et de potentiels problèmes
influant sur la batterie. Depuis le retour de la voiture électrique dans le monde automobile, cette pièce cristallise toutes les craintes du public. Et en partie à juste titre. La problématique est bien connue des aéromodélistes et professionnels du drone depuis de nombreuses années avec les batteries lithium-polymère, mais fait son entrée dans le monde de la voiture depuis quelques années. Si les constructeurs ont tous, et j'insiste bien, tous, mis en place des procédures pour assurer la sécurité des usagers, un lanceur d'alerte travaillant au siège du constructeur allemand Porsche a décidé de prendre le risque de contacter la presse en raison d'un souci grave affectant plus de 60% de la production des Taycan. En effet, une grosse majorité des autos se voit affectée par un problème de perte de puissance et d'autonomie, mais aussi de risques importants d'incendie. Si cette personne reste anonyme, elle prend tout de même de gros risques en laissant fuiter ce type d'informations. À ce jour, on ne connaît pas l'identité du lanceur d'alerte, mais plusieurs médias connus pour leur sérieux ont relaté l'affaire, et nul doute qu'ils ont vérifié l'identité de leur informateur. Selon l'employé de Porsche, un chargeur intégré à la voiture serait la cause du problème. Des anomalies interviennent lors de charges lentes en courant alternatif, mais pas lors des charges rapides à 800 volts dont Porsche est très fier. Toujours selon cette personne, et malgré les risques, les nouvelles Taycan sont toujours livrées avec ce même chargeur, qui ne gère pas correctement la batterie de la voiture, causant alors des soucis de perte d'autonomie, de casse de cellules et potentiellement d'incendie. Tout ceci ne serait qu'une question de prix de pièces permettant de faire des économies. Le chargeur à bas prix serait trop basique pour gérer correctement les cellules. Pour le moment, ce sont 360 Taycan qui auraient déjà subi des problèmes liés à cette cause. Malgré cela, Porsche a pris la décision de cacher le souci aux clients et de réaliser des interventions sur les voitures potentiellement affectées lors de passage en atelier, sans en prévenir le client. Toujours selon cette personne. L'intervention concerne probablement le chargeur, mais surtout, ce sont bien certains modules de la batterie qui sont remplacés. Encore une fois, je garde beaucoup de prudence sur le sujet pour ne pas verser dans le mélodrame. Pourtant, en discutant autour de moi, j'ai découvert que les problèmes semblent affecter d'autres modèles du groupe auquel appartient Porsche. Un propriétaire d'Audi e-tron que j'ai pu contacter m'a raconté son histoire qui semble étrangement similaire à celle relatée par Teslarati. Acheté en 2019, le véhicule a servi dans une entreprise. Il totalise 50 000 km à ce jour et depuis quelques mois est victime de perte de puissance et d'autonomie. Les recharges sont partagées entre charge lente et recharge rapide sur des bornes à courant continu. Rien de bien folichon, me direz-vous. Pourtant, surprise, lorsque la voiture est examinée par les techniciens Audi, la panne est trouvée en un instant. Certains modules de la batterie ne fonctionnent plus. La voiture est alors roulante et le service après-vente Audi propose une intervention en février 2022. Pour le client, c'est inacceptable et en faisant des pieds et des mains, il parvient à obtenir une intervention immédiate. La voiture est alors envoyée dans le centre Audi français qui s'occupe de ce type d'intervention. Donc, un technicien du concessionnaire prouve son expertise en trouvant la panne immédiatement, mais n'est pas qualifié pour la réparer. Est-ce à dire qu'il savait où chercher ? J'en sais rien. En remontant plusieurs posts de clients de divers modèles du groupe Volkswagen sur les forums et réseaux sociaux, et avec plusieurs témoignages directs, je découvre qu'il y a d'autres cas du même genre. Je décide donc d'aller chercher plus loin. Les experts en accidentologie aérienne le savent bien, si on trouve des soucis similaires et une pièce commune directement liée au problème dans plusieurs modèles, c'est là qu'il faut commencer à chercher. Or, quelles sont les pièces communes possibles entre ces deux autos qui pourraient avoir un lien ? Le chargeur pourrait être le même, et donc receler la solution. Toutefois, les deux batteries sont également de même provenance et fabriquées par l'allemand Drechselmeier. Et elles partagent la même architecture, exception faite du système 800 volts qui est spécifique à la Porsche. En cherchant cette information, j'ai découvert un autre point. Toutes ces batteries sont produites avec pour base des cellules Porsche LG. C'est très important. Or, ces cellules ont été le centre d'une affaire d'incendie, de perte de puissance et d'autonomie. Les Hyundai Kona et Chevrolet Bolt ont été affectés par de multiples incendies ces dernières années, avec de telles cellules, provoquant un énorme rappel des autos. La polémique a enflé jusqu'en février 2020, où le fabricant coréen a reconnu le défaut et pris ses responsabilités. Notez bien cette date, elle pourrait être importante. Le souci venait, selon le fabricant, d'un robot mal aligné causant des plis dans certaines électrodes. Lors des charges et décharges, les poches gonflant légèrement, cela provoque un court-circuit mettant le feu à l'élément, puis à ceux qui se trouvent à côté. On se retrouve avec une réaction en chaîne. Un tel feu peut prendre très vite de l'ampleur en raison de la finesse des parois polymères. C'était d'ailleurs également la cause de l'affaire des Samsung Galaxy Note 7, qui ont fini par être retirés de la vente et interdits dans les avions.
Donc les batteries utilisées par le groupe Volkswagen sont-elles à incriminer? Pas forcément, mais c'est une piste qu'on ne peut pas écarter. En effet, ce ne sont pas seulement les Porsche Taycan et Audi e-tron qui sont potentiellement dans la tourmente, mais toutes les automobiles électriques du groupe Volkswagen. On imagine bien que le constructeur est très attentif à la sécurité et à la qualité de ses produits. Donc, lorsque LG a reconnu le problème et informé le public, est-il possible que Volkswagen n'ait pas été contacté par son fournisseur principal de batteries? Prenons une hypothèse. Imaginez que vous avez un produit contenant ces pièces tout prêt à être commercialisé et sur lequel vous misez l'avenir de votre entreprise. Le laisseriez-vous être distribué sans avoir résolu le souci? Je ne le pense pas, et Volkswagen probablement pas non plus. En revanche, annoncer un souci logiciel un peu vague sans mentionner le problème de batterie pour retarder la sortie de l'auto éviterait de porter préjudice à l'image du modèle et de l'entreprise, tout en se donnant le temps de réagir. De plus, si le logiciel est effectivement modifié pour tenir compte du problème potentiel, ce n'est pas vraiment un mensonge. C'est défendable en tout cas devant l'opinion. Et là, on reparle de la date, février 2020. Alors que LG annonce son mea culpa, Volkswagen annonce retarder la sortie de son ID.3 en raison de soucis de communication logicielle affectant plusieurs éléments ou sous-ensembles. Affirmer que les deux communications sont liées est impossible, mais c'est tout de même troublant. La voiture sort finalement avec un logiciel corrigé et se voit décliner dans plusieurs marques et modèles sans souci majeur, du moins en apparence. Si on n'a pas recensé d'incendie, les premières voitures souffrent encore de nombreuses anomalies, comme des pertes de puissance et d'autonomie entre autres choses. Encore. Le logiciel présente également des bugs, mais cela devrait pouvoir être résolu par des mises à jour à distance, par la connectivité intégrée de l'auto. Mais non, les clients doivent se rendre en concession pour des interventions de parfois plusieurs jours. Selon les clients que j'ai pu contacter, le service de mise à jour à distance n'était pas prêt, au dire du service après-vente. En octobre 2021, c'est le loueur allemand ElectroHub qui jette l'éponge et se sépare de toute sa flotte non Tesla, essentiellement composée de produits du groupe Volkswagen mais comportant également des Kona et Ioniq. Excédé par les problèmes à répétition immobilisant les autos en maintenance, le loueur précise que sa décision a été motivée par l'image négative que donnent ces soucis et qu'il pense que cela porte préjudice à la voiture électrique en général. Or, toutes les autos incriminées sont équipées de batteries poche LG. Mais elles ne sont peut-être pas les seuls éléments incriminés. Le chargeur est à prendre en compte, et il est possible qu'une mauvaise adéquation entre les deux pièces soit une des sources du problème. Mais si ces batteries sont en cause, et j'insiste bien sur le si, doit-on jeter la pierre au constructeur? En fait, je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi. La construction d'une auto est compliquée et demande de mobiliser énormément de ressources financières, matérielles et humaines. Le passage à une nouvelle technologie comme la voiture électrique est un défi énorme pour tous les constructeurs, et pas seulement les traditionnels. À ses débuts, Tesla apprenait beaucoup et défrichait la technologie avec forcément des aléas. Les modèles S jusqu'en 2015 avaient des batteries moins abouties que les suivantes. Leur électronique de contrôle était encore à raffiner et pas mal de packs de batteries de ces modèles ont été remplacés. Pour certaines autos à risque, Tesla a décidé de réduire la vitesse de charge pour éviter tout risque pour les clients. S'ils ont fait ce qu'il fallait pour garantir la sécurité des utilisateurs, ils ne l'ont pas crié sur tous les toits et l'ont caché aux clients. Cela risquait effectivement de mettre en péril l'image de la marque à un moment critique de son histoire. Ils ont d'ailleurs été condamnés pour cela par les tribunaux norvégiens récemment. Mais cela n'a plus la même portée aujourd'hui. Les amendes et réparations sont bien plus supportables pour le constructeur aujourd'hui qu'une mauvaise image à l'époque qui pouvait potentiellement conduire à la disparition de l'entreprise. La situation financière et la réputation actuelle de Tesla peuvent encaisser cela aujourd'hui sans problème. Pourtant, à ce jour, Volkswagen est dans une situation délicate également. L'avenir du constructeur allemand repose sur sa capacité à se réinventer, et son plus grand atout est l'image dont il jouit depuis des années. Ternir cette image serait un bien grand risque, surtout après le coup du Dieselgate, qui pourrait également avoir une influence sur une telle décision. Pourtant, entre tricher pour bénéficier d'un avantage concurrentiel et taire un problème tout en faisant son maximum pour le résoudre, ce sont deux situations totalement différentes. Si la situation est bien celle décrite, et j'insiste toujours sur le si, la position de Volkswagen peut se comprendre, sans pour autant la cautionner. Les voitures comportant potentiellement des cellules défectueuses sont sécurisées par le logiciel permettant d'isoler électriquement les modules concernés, ce qui explique les pertes de puissance et d'autonomie. Une fois isolée, la cellule défectueuse ne peut plus se charger et donc le risque de court-circuit est quasi nul.
Le remplacement des modules incriminés par des neufs règle le problème définitivement et la voiture peut faire sa vie normalement. Mais alors, pourquoi ne pas faire un rappel pour que toutes les autos pouvant développer l'anomalie reviennent en atelier et qu'on puisse les réparer? Il y a 3 raisons à cela. La première est technique. Si la cellule défectueuse n'est pas en défaut, cela ne se voit ni visuellement ni informatiquement. Il faudra alors changer toutes les batteries dans leur entièreté à titre de précaution. Et là, c'est un énorme chantier. Cela nous conduit à la deuxième raison, l'argent. Remplacer la totalité des batteries, même celles qui sont bonnes, serait un coût énorme. On parle ici de milliards d'euros, comme l'ont montré les campagnes sur les Hyundai Kona et les Chevrolet Bolt. De plus, cela reviendrait à jeter des modules en parfait état pour rien. Mais de toute façon, la troisième raison aurait empêché cette solution. Comme l'a décrit mon contact avec son Audi e-tron, lorsqu'une intervention sur les batteries est nécessaire, le constructeur temporise. Il essaye de gagner du temps pour effectuer l'opération. La preuve ? Hyundai et Chevrolet sont toujours en cours de campagne de rappel et les clients s'impatientent. Une de mes connaissances a une Opel e-Ampera, la version européenne de la Chevrolet Bolt. Sa voiture est concernée et n'a pas encore reçu sa nouvelle batterie, pourtant annoncée depuis des mois. Un de mes abonnés m'a alerté sur une situation similaire pour son Hyundai Kona. Ces 2 constructeurs ont demandé à leurs clients de ne charger leur voiture qu'à 90%, ce qui réduit notablement les risques de court-circuit. Cela permet d'attendre, mais pendant ce temps, les clients ne disposent pas de toutes les capacités de leur auto. Si Volkswagen est impacté, alors leur approche est différente. Leur logiciel permet à l'auto de détecter l'anomalie et d'y remédier temporairement en dégradant les performances. Mais pourquoi les constructeurs veulent-ils gagner du temps? Eh bien, c'est ma troisième raison. Parce qu'ils n'ont pas assez de batteries. LG fait face à un accroissement exponentiel de la demande, tout en étant obligé de produire des cellules pour remplacer celles des voitures touchées. Face à l'ampleur du rappel et à la pression des constructeurs, le fabricant coréen doit faire un énorme effort pour accroître sa production. Les constructeurs doivent également doser la quantité de batteries destinées aux véhicules neufs et celles servant à effectuer le rappel. Et là, je pense que la décision de doter les autos d'un système de sécurité permettant d'aboutir au risque minimum tout en évitant de changer systématiquement les batteries a un sens. Mais le cacher est un vrai risque. En communiquant spontanément sur le souci, on désamorce la bombe et au passage toutes les suppositions et extrapolations possibles. En revanche, si la situation est causée par un simple chargeur, le remplacer par une pièce plus aboutie et un peu plus chère sur toutes les voitures, anciennes et nouvelles, devrait être une évidence. Niveau image, un problème de chargeur étant nettement moins stigmatisant qu'un problème de batterie. Laisser un problème perdurer pour la simple raison qu'il est moins cher de réparer les autos affectées que de résoudre le souci est une pratique courante dans beaucoup d'industries, mais reste inacceptable du point de vue du client, c'est logique. De plus, si Porsche n'avait pas caché que son auto était susceptible d'avoir un problème, cette vidéo serait très différente. En juillet 2021, ils ont reconnu un problème de batterie 12 volts et rappelé toutes les voitures en atelier. La défaillance de cette pièce pouvait déboucher, selon le constructeur, sur des pertes de puissance et d'autonomie. D'un point de vue technique, je vois pas vraiment le rapport, mais bon, imaginons que c'est possible et que je n'ai pas toutes les données. Mais si ce n'est pas ce problème qui pose un souci, quoi de mieux pour avoir une excuse pour faire une inspection minutieuse des voitures en atelier? On pourra leur brancher le diagnostic du système informatique permettant de détecter les voitures rencontrant déjà le problème. Il serait alors facile d'annoncer aux clients qu'il y a un problème et qu'ils doivent garder la voiture et ainsi changer les modules incriminés sans rien dire. Les autos qui sont déjà touchées, même si elles ne présentent pas encore de symptômes francs, seront donc éliminées de l'équation. Tant que le problème ne s'ébruite pas trop vite, c'est un plan qui peut fonctionner, mais de nos jours, c'est un pari risqué. Expliquer, informer et avoir un discours de transparence est certes plus compliqué, mais bien plus payant sur le long terme, selon moi. Les constructeurs automobiles ont encore beaucoup de mal avec ce type de fonctionnement, Tesla compris. Cela permettrait de neutraliser une dérive d'image pas toujours méritée. Renault en a fait les frais en 1998 par exemple, avec l'affaire des courroies de distribution des moteurs 1,9 DTI, et conserve toujours une mauvaise réputation entretenue, entre autres, par cette affaire. En tout état de cause, même si le scénario que je viens de vous exposer s'avère réel, ce qui n'est pas confirmé, j'insiste bien, et contrairement au Dieselgate, on ne peut pas reprocher au groupe Volkswagen de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour sauvegarder la sécurité de ses clients, tout en essayant de faire de son mieux avec les moyens dont il dispose. Espérons juste que toute cette histoire ne prêtera pas à conséquence pour les clients et que l'entreprise saura en tirer des leçons pour l'avenir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage.
Portez-vous bien. Ciao.